architecture et une organisation de l'espace qui ne pouvaient plus, à ce moment-là, être applicables qu'au roi. D'ailleurs, si vous regardez de manière très très intéressante, le roi qui n'a jamais pardonné au grand de lui avoir fait ce qu'on appelle le coup de la fronde, c'est-à-dire, vous savez, un matin, le Louvre est assiégé par les grands aristocrates français qui font donner du canon. Et Anne d'Autriche et le cardinal de Mazarin et le jeune roi sont obligés de quitter le Louvre. Et on sait que le Louvre, Louis XIV quitte le Louvre dans les bras de Mazarin, pris dans une immense pelisse de fourrure. Louis XIV n'oubliera jamais ça. Il n'oubliera jamais que les grands l'ont obligé. Et du coup, il les convoquera à Versailles, où il les émasculera politiquement, puisqu'il leur dira « Votre seule aristocratie, ce qui justifie votre statut aristocratique, c'est de me voir et d'être vu par moi. Le reste n'a aucune importance. Tant que vous me voyez et que je vous vois, vous avez une dignité. Le jour où vous n'êtes plus visible et où je ne vous vois plus et vous ne me voyez plus, vous êtes mort. » Et d'où cette idée, si vous voulez, d'une construction du château qui va être le château comme faisant converger toute la nature et faisant diverger toute la nature. Et alors évidemment, bon, je vous ai montré un portrait d'André Le Nôtre, hein, rapidement, parce que je suis déjà en train de perdre énormément de temps. Vous voyez, tout part de là. C'est-à-dire tout part en fait d'un jardin carré quadripartite qui naît dans le cloître. Et ça, c'est un jardin italien. Le jardin à l'italienne, au départ, c'est un jardin qui laïcise, qui sécularise le premier jardin, c'est-à-dire le cloître. Donc, c'est un jardin qui est quadripartite et carré. Paradoxalement, ici, ce n'est pas un jardin anglais, italien. C'est un jardin en France, mais qui est peut-être la meilleure préservation des jardins italiens qu'on ait encore aujourd'hui, qui est le jardin de Villandry. Villandry est absolument admirable. Il a conservé toute une partie qui est une volonté de restituer l'origine du jardin italien. Vous voyez, tout part du cloître. Hein, c'est-à-dire le jardin à l'italienne au départ, c'est le cloître. Et vous sentez bien que le gros problème de ce jardin, on va en reparler, c'est que au fur et à mesure que le regard s'éloigne, les éléments modulaires, le module de base, devient, parce qu'il est de plus en plus loin des yeux, de plus en plus petit. Et donc, il n'y a pas de véritable satisfaction de l'œil dans l'organisation du jardin. Voilà. Et ça, évidemment, ça va être le gros problème. Hein. Alors, cette division carrée, je fais un détour là, par la tombe de Humayoun à la Nouvelle-Delhi. Vous voyez que c'est très curieux. Dans les jardins islamiques implantés en Inde, vous avez exactement cette organisation quadripartite carrée du cloître. Hein, c'est la même chose. Et c'est d'autant plus intéressant qu'ici, vous avez, alors pour ceux d'entre vous qui connaissent l'Inde, vous reconnaissez immédiatement le Taj Mahal, hein, le Taj Mahal qui est là. Et regardez la façon dont les tapis imitent cette structure, effectivement, du jardin musulman. Voilà. Alors, il y a généralement un labyrinthe, hein, puisque l'idée, c'est que le monde est labyrinthique et que le jardin est un anti-labyrinthe. C'est-à-dire, le jardin vous est destiné pour, quand vous y promenant, vous preniez l'habitude de vous promener dans le monde sans peur de vous y perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas pour rien que tout à l'heure, nous verrons un labyrinthe ici. Il y a un labyrinthe à Garzoni qui témoigne, et c'est vrai que ce sont probablement les jardins italiens qui ont le plus longtemps conservé le labyrinthe. L'idée, c'est, vous pourriez croire que le monde microcosme du labyrinthe est un endroit où vous êtes destiné à vous perdre. Le jardin est là pour vous rassurer et vous montrer qu'on peut se promener dans le monde et y trouver, et même plus encore qu'y trouver, y construire du sens. Ça, ce qui est très important. Alors, vous me direz, comment est-ce qu'on est passé de nos petits carrés juxtaposés de la même taille jusqu'au bout du jardin à ça, qui n'est évidemment pas ça. Alors, c'est là où il faut insister probablement sur une figure qui est une figure renaissante qu'on appelle le jardin d'eau. C'est-à-dire, la grande distance est venue d'abord par les canaux et par les bassins. Et cette grande distance, très probablement, alors ça, c'est capital dans l'histoire des jardins, c'est là où l'influence de l'Italie est énorme, c'est-à-dire qu'un certain nombre de jardins en Italie, y compris ici, utilisent le mouvement de l'eau pour allonger le jardin. Ce qu'on appelle la catena d'acqua, la chaîne d'eau, hein, en français, je m'excuse pour mon italien qui est vraiment pas très bon, mais voilà, mais la chaîne d'eau, qui va d'ailleurs suggérer quoi? Qui va suggérer que
la vie, elle est faite comme ça d'accidents. Hein. On avance et puis hop, on a un ressaut et puis on avance et puis hop, on a un ressaut. Alors on connaît tous ça dans nos existences. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est plutôt une chaîne d'eau, comme disait l'autre. Et cette chaîne d'eau qu'on va trouver à la Villa Aldobrandini à Frascati, par exemple, hein, qu'on va trouver ici, c'est celle de l'ancienne Villa Gamberi à Bagnaia, dans la Tuscia, aujourd'hui Villa Lante. Cette chaîne d'eau est absolument capitale. Hein. Et vous voyez que je vous ai rapporté ici la chaîne d'eau que vous allez voir tout à l'heure. Alors c'est une adaptation de la chaîne d'eau, mais c'est cette idée que le jardin commence à suggérer la durée et une métaphore de l'existence par les mouvements de l'eau. Hein. Donc, vous voyez que le jardin devient une mise en image de l'itinéraire de la vie. Hein. La vie, c'est effectivement un temps qui s'écoule. Et un temps qui s'écoule avec ses constrictions et ses expansions, avec ses moments de calme et ses moments, au contraire, de rebond. Hein. Voilà. Et, bon, vous le savez probablement, voilà, très bien, j'en vois qui reconnaissent tout de suite. Un des endroits où on a combiné le très grand bassin, le très long bassin et la chaîne d'eau, c'est la Regia de Caserte, bien sûr, hein, donc près de Naples, qui est absolument super. Donc vous voyez que même s'il y a une sorte de dichotomie essentielle culturelle entre jardin français et jardin anglais, le jardin italien a énormément contribué à... Et n'oubliez jamais, je le disais tout à l'heure à deux d'entre vous, n'oubliez jamais quand même qu'il n'y aurait pas eu de jardin italien, jardin anglais tel que nous le connaissons, sans la grande institution culturelle du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle the Grand Tour, le Grand Tour. Or, qu'est-ce que c'est que le Grand Tour? Ce sont des aristocrates anglais qui ont été formés pour leur éducation secondaire dans une public school, qui ensuite sont allés dans ou par des précepteurs privés dans le château de leur père, qui ensuite sont partis effectivement à Oxford ou à Cambridge, à la rigueur à St Andrews, à la rigueur à Dublin, mais pas plus, et ensuite commencent véritablement leur éducation. Or, qu'est-ce que c'est que le début de l'éducation? C'est le départ pour l'Italie. Et c'est 2 ou 3 ans en Italie, où avec l'aide de ce qu'on appelle un montreur d'ours, c'est-à-dire un intellectuel, qui lui ne pourrait pas se payer le voyage parce qu'il n'a pas les moyens, mais qui va se payer le voyage en accompagnateur du jeune aristocrate. C'est l'installation dans le piano nobile de palais florentins ou romains loués par des familles princières italiennes qui ensuite s'en vont à la campagne pendant que l'aristocrate anglais rémunère le logement. Hein. Et puis le matin, bien sûr, on fait sa toilette, on fait de l'escrime, etc. L'après-midi, on fait de la culture, on va sur les sites antiques, on va dans les musées renaissants, le musée Pio Clemente, qui n'est pas encore le musée du Vatican à l'époque, etc. La tribune des offices, je ne sais pas si vous connaissez cet extraordinaire tableau de Johann Zoffani qui représente un groupe de 40 ou 50 aristocrates anglais en train de regarder la Tribuna degli Uffizi et d'apprendre tout ça par cœur. Et puis, ils achètent massivement des malles pleines de modèles de marbre, de bouts d'antiquité, etc. Et quand ils sont de retour chez eux en Angleterre, ils transforment la maison familiale et ils transforment le jardin familial. Ça, c'est absolument essentiel. Hein. Et alors voilà, ça, c'est Fontainebleau. Le premier canal que je vous ai montré, c'était Fleury-en-Bière, peu importe, hein, la chaîne d'eau, et puis ensuite, effectivement, Caserte, et là, Fontainebleau. Et évidemment, le nôtre utilisera la longueur de l'eau pour dynamiser complètement ces jardins. Et alors, vous voyez, ça, c'est fabuleux, parce que, évidemment, c'est cette idée que, contrairement au problème de rétrécissement du jardin au fur et à mesure qu'il s'éloignait du regard, là, vous avez l'impression d'un équilibre. Or, inévitablement, les parterres que vous voyez au deuxième plan sont beaucoup plus longs que les parterres du premier plan, parce que le jardin ne doit jamais être regardé que d'un seul endroit. Ce jardin qui ne doit jamais être regardé que d'un seul endroit, c'est ce que j'appelle l'œil du roi. L'œil du roi se tient sur la plus haute marche du perron du palais et au centre du perron du palais. Et quand l'œil du roi est dans l'axe, il doit pouvoir voir tout le jardin se déployer devant lui. Et vous sentez qu'à ce moment-là, le jardin devient une métaphore de l'identité nationale, puisque en fait, le jardin, c'est la nation, c'est le territoire national que le roi doit pouvoir voir dans sa totalité pour effectivement exercer sur lui son pouvoir et son autorité. Pardon. Alors, ce que vous avez vu là, bien sûr, c'est cette idée que une partie du jardin français, c'est le terrassement, c'est-à-dire qu'on met à plat. Et ça, c'est une antinature absolue.
C'est-à-dire qu'on va contre la nature et on met à plat totalement, on terrasse. Dites-vous bien que les terrassiers de Lenôtre et les terrassiers de Vauban ont été les mêmes. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est-à-dire ces gens qui aplanissaient la terre pour déployer soit le plan des jardins, soit le plan des forteresses de Vauban. C'est la même chose. Et alors c'est là où effectivement, ici, c'est tout à fait différent. Ici, on n'aplanit pas. On va faire ce que plus tard Pope, dans son épître à Burlington, dira « In all, follow the genius of the place ». En tout, suivre le génie du lieu. Ce qu'en latin, on appelle le genus loci. C'est ça. C'est-à-dire que ici, vous avez une colline. Le jardin à l'italienne et le jardin anglais vont se servir de la colline et pas la détruire. Ici, le nôtre serait venu... Il est venu qu'à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, il commençait à douter de ses propres projets. Mais en début de sa carrière, sous l'influence du roi Louis XIV, qui ne voulait voir qu'un seul jardin, si je puis dire, ici, il aurait tout arasé. Ou il aurait même pas tenté de faire un jardin. La grande intelligence d'un endroit comme ici, c'est de préserver une intuition géométrique française et d'annoncer cette sorte de culte du génie du lieu que déploiera effectivement le jardin à l'anglaise. Et alors regardez, vous êtes en bonne compagnie ici, puisque ça, c'est sans souci, vous savez, le château de Frédéric II de Prusse, qui est un jardin à la française et un jardin à l'anglaise, et qui, dans la partie à la française, n'arrase pas, impose une géométrie, mais impose cette géométrie de terrasses successives comme ici, dans un espace dont il respecte la configuration au niveau, bien sûr, de la hauteur. Alors, pour arriver à ça, il a fallu, effectivement... Alors, on retrouve des éléments ici. Vous voyez, par exemple, la symétrie. Ça, c'est très important. Ici, c'est symétrique. Les parterres de broderie, ce qu'on appelle les parterres de broderie. Ici, si vous venez à Garzoni, vous voyez qu'il y a cet grand axe de symétrie essentielle qui est très français, très versaillais. Et il y a effectivement les parterres de broderie, c'est-à-dire cette idée qu'on utilise des buis pour dessiner comme effectivement les ondulations des dessins d'un tissu. Et qu'on met au milieu de ces ondulations de buis, on met effectivement généralement des fleurs. Mais évidemment, ici, et ce n'est pas du tout une critique, bien au contraire, ici, vous sentez que la dimension n'est pas tout à fait la même, parce que ce n'est pas un jardin royal. Le jardin royal doit quelque part mettre en scène de manière microcosmique le pouvoir macrocosmique du roi sur la nation, sur le territoire national. Et donc il faut que ça soit grand, il faut que ça donne... Et ça d'ailleurs, Louis XIV a détesté. Quand il a vu que Fouquet s'était permis de faire un jardin aussi grand, d'ailleurs, il ne faut pas vous faire d'illusions, le veau pour l'architecture, le brun pour la peinture, le nôtre pour le jardin, le matin du 18 août 1661, ils sont convoqués à Versailles. Et Louis XIV leur dit, bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire que vous allez me refaire vos vicomtes, mais en plus grand, parce que effectivement là la taille devient. Alors pour faire des choses comme ça et qu'elles soient convaincantes pour l'œil, ça c'est très intéressant parce qu'il s'agit en fait d'une illusion et que l'illusion est plutôt baroque que classique, mais ça c'est une autre histoire. Pour arriver à faire ça, il a fallu effectivement s'inspirer de gens et il a fallu s'inspirer des travaux sur l'optique de gens qui étaient dans l'entourage de Descartes. En fait, vous avez ici, effectivement, deux personnages qui sont deux prêtres minimes du couvent de la Trinité des Monts à Rome. Donc à la fois ce sont des Français, mais qui sont installés à Rome, et qui effectivement, alors je ne sais pas si vous connaissez bien le couvent de la Trinité des Monts, mais au couvent de la Trinité des Monts, vous avez des séries d'anamorphoses extraordinaires du père Maignan, celui qui est à gauche ici, et ces minimes disciples de Descartes, amis de Gassendi, etc., sont des gens qui sont fascinés par les problèmes d'optique, et qui essaie de montrer comment on peut, d'une certaine manière, flouer l'œil, tromper l'œil, mais le tromper de manière heureuse. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'un équilibre et d'une harmonie totale du point de vue de l'œil du roi, alors que les perspectives ont été effectivement complètement manipulées. À gauche, le père Maignan, à droite, le père Niceron, et ces deux personnages-là, je ne sais pas du tout si vous connaissez la Trinité des Monts, c'est devenu un peu plus difficile d'y aller depuis que la communauté des Petites Sœurs de Jérusalem s'y est réinstallée. Mais il faut protester, il faut dire, je veux monter au premier étage
étage du cloître pour voir effectivement les fresques du père Maignan, les fresques anamorphiques qui sont superbes. Je veux voir l'astrolabe du père Nisseron, voilà. Et vous savez que le père Pozzo, le jésuite architecte extraordinaire, est responsable de l'organisation, de la décoration du réfectoire du couvent de la Trinité des Monts, qui est tout à fait exceptionnel. Hein. Et alors, vous voyez, ça, c'est la position de l'œil du roi. L'œil du roi, il est là. Hein. C'est-à-dire qu'il est là, au centre et en haut des marches. Et tout se déploie devant son regard. Hein. Et alors, à ce moment-là, il faut bien dire que le château, c'est quoi? Le château, c'est le roi dans le royaume. Le château, c'est l'homme dans la nature. Le château, c'est la raison dans l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez une figure construite, architecturée, qui peut se lire à 3 niveaux. Le roi dans le royaume, l'homme dans la nature, la raison dans l'homme. Et donc, c'est complètement cartésien. Puisque, au fond, qu'est-ce que nous a dit Descartes? Oh là là, depuis Copernic, depuis Tycho Brahe, depuis Johann Kepler, depuis Giordano Bruno, depuis, aidez-moi celui que je cherche, mais j'arrive pas, qui est, voilà, peu importe, Galilée, hein, notre vision du monde est complètement foutue. On est en train de nous démonter notre vision du monde. Et Descartes vous dit, c'est en ça que Descartes est sympathique, c'est pas aussi suant. Vous savez, quand on dit en français, les Français sont des cartésiens, ça veut toujours dire ils sont suants, hein, ils sont emmerdants. Bon. Et Descartes n'est quand même pas le plus érotique de tous les auteurs qu'on puisse imaginer. Hein. Mais il y a quand même quelque chose de fabuleux chez Descartes. Descartes dit, on nous dit que le monde n'est absolument pas comme nous l'avions prévu, donc nous doutons. La seule chose dont nous ne pouvons pas douter, c'est que nous doutions. Si nous doutons, c'est que nous pensons. Si nous pensons, c'est que nous sommes. Et donc, la responsabilité de l'homme, c'est d'organiser la part du monde qui lui revient en une figure lisible. Vous voyez ce que je veux dire? Le jardin à la française, c'est ça. C'est cette idée, j'ai un petit bout du monde dont je suis responsable. Ce dont je suis responsable, c'est d'organiser ce petit bout du monde pour qu'il soit lisible. Et le jardin à la française royale, c'est, j'ai un royaume, il faut que j'organise ce royaume de façon lisible. Et le jardin devient la métaphore microcosmique de cette organisation du monde. Hein. Et du coup, j'ai remis Vauban, parce qu'à mon avis, le jardin à la française et Vauban, c'est la même chose. Le jardin à la française est enterré de murs, comme le territoire national de la France est entouré de forteresses. Hein. Vous savez,